La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « Décentralisation des politiques publiques agricoles, simplifier, adapter et mieux associer les territoires ». Ce débat a été demandé par le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. À la demande de ce dernier, il se tient ici même en salle Lamartine, afin que des personnalités extérieures puissent être auditionnées. La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en deux parties. Nous commencerons par une table ronde en présence de personnalités invitées d'une durée d'1 heure. Puis nous procéderons, après avoir entendu une intervention liminaire du gouvernement, à une nouvelle séquence de questions-réponses d'une durée d'1 heure également. Je rappelle que la durée des questions est au maximum de 2 minutes et celle des réponses également, et qu'il n'y a pas de droit de réplique. Pour la première phase de ce débat, je souhaite la bienvenue à Monsieur Stéphane Lemoine, qui est directeur général de l'Agence des services et de paiement, à Monsieur Loïc Chénin-Girard, qui est président de la région Bretagne, président de la commission agriculture de Région de France, et à Monsieur Gilbert Guignan, secrétaire adjoint de la Chambre d'agriculture France et président de la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais donner maintenant la parole à chacun de nos invités pour une intervention d'environ 5 minutes chacun. Alors, je ne sais pas s'il y en a un de vous deux, trois qui souhaitent commencer. Allez, Monsieur le Président, Loïc Chénin-Girard. Eh bien, écoutez, Madame la Présidente, Messieurs les députés, ravi d'être parmi vous ce soir. Mesdames, Messieurs les députés, merci d'être présents. Ravi de pouvoir m'exprimer devant vous au nom de Région de France, qui a travaillé effectivement sur ce sujet de l'agriculture depuis de nombreuses années, au fur et à mesure des lois qui nous ont attribué des compétences dans ce domaine ô combien important pour la souveraineté de notre pays et pour, encore une fois, l'alimentation de nos concitoyens. L'état d'esprit de Région de France, c'est d'être partenaire, bien entendu, sur les politiques publiques qui concernent l'agriculture, avec une bonne quinzaine d'années maintenant d'engagement des collectivités régionales aux côtés des chambres d'agriculture qui sont nos partenaires privilégiés et aux côtés du gouvernement pour faire avancer certaines des politiques sur lesquelles nous avons récupéré des compétences de par la loi. 2 niveaux d'intervention. Premier niveau avec les fonds propres des régions elles-mêmes qui ont augmenté de manière assez conséquente sur les 10 dernières années. Nous avons en global les 27 régions multiplié par 2 le budget que nous mettons sur la table, les 18 régions, excusez-moi, nous avons multiplié par 2, nous étions 27 il y a 10 ans, par 2 les budgets régionaux que nous avons mis sur la table, et depuis quelques années, nous gérons les fonds européens qui viennent compléter les crédits régions sur différentes politiques publiques, et notamment depuis les dernières réformes sur l'installation, qui est le cœur de métier des régions, et sur l'investissement, qui est le deuxième gros pilier. Le point sur lequel nous voulons attirer l'attention des parlementaires ici présents, ce sont notre capacité, les solutions, les pistes que nous proposons pour pouvoir mieux faire dans les années qui viennent. Mieux faire dans les années qui viennent, dans une logique de coopération, encore une fois, avec l'État, et non pas dans un rapport de force, mais dans une coopération, une relation de confiance qui se traduit déjà dans une réunion tripartite régulière entre le ministre de l'Agriculture, le représentant des chambres et le représentant de Région de France, de manière à pouvoir avancer sur les différents sujets qui se présentent à nous. Et puis avec une ambition, encore une fois, de collaborer pour régler les différents points sur lesquels il peut y avoir des troubles, des inquiétudes ou des défauts dans le fonctionnement des entités publiques que nous représentons tous. Les 3 points sur lesquels j'ai envie d'attirer votre attention ce soir, qui me semblent être intéressants pour pouvoir avancer dans les années qui viennent, c'est d'abord de faire en sorte d'adapter les dispositifs nationaux au plus proche des réalités régionales. Nous l'avons exprimé à plusieurs reprises devant le ministre, puisque nous avons régulièrement des interpellations de la part des acteurs sur la complexité des sujets. Et l'une des complexités, c'est l'empilement des actions, l'empilement des appels à projets, l'empilement des ambitions qui sont issues du niveau régional, puis du niveau national, sans être coordonnées. Si je prends un exemple récent, le sujet des haies, les régions assument une politique sur le sujet des haies. Le gouvernement dit la haie, c'est important pour la biodive, je lance une politique qui vient se superposer à celle des régions. La logique voudrait que lorsque nous touchons aux compétences qui sont assumées prioritairement par les régions, l'État donne une feuille de route et met en place des moyens supplémentaires pour que les régions l'assument, mais non pas en additionnant des cahiers des charges nationaux, des cahiers des charges locaux, ce qui, encore une fois, trouble les différents acteurs. Le deuxième point qui peut être regardé, et qui me semble un point qui exaspère beaucoup dans l'ensemble des territoires, c'est le nombre d'agences qui se démultiplient et le nombre de dispositifs qui passent par des agences.
que l'État assume des politiques, bien sûr, que les régions et collectivités assument des politiques, très bien, mais quand l'État passe par des agences, nous avons une distance au territoire. Encore une fois, nous préférons travailler avec le préfet de département, les préfets de région et l'État en direct que de se retrouver avec des agences qui, de par leur manière d'organiser leurs travaux, ne répondent plus à un moment donné ni aux autorités locales que nous sommes, ni au ministre lui-même, puisque nous avons quelquefois des grosses boîtes noires qui génèrent encore une fois une complexité supplémentaire. Et on pourrait citer les agences de l'eau jusqu'à France Agrimaire, en passant par différents acteurs de terrain que nous pouvons rencontrer, agences de la biodiversité ou autres. Et puis le dernier point, c'est notre capacité à agir directement. Capacité à agir directement. Nous avons nécessairement un sujet, et je parle devant le président directeur général de l'ASP, avec l'ASP non pas en tant qu'entité, mais en tant que complexité dans notre fonctionnement, au regard du fait que l'ASP ne connaît pas ou est obligé d'apprendre les 18 dispositifs ou 17, puisque la Corse paye en direct des différentes collectivités. Et sur certains points, comme nous le faisons sur le FEDER, nous aurions la capacité de payer en direct et de prendre nos risques. Prendre nos risques, notamment parce que, encore une fois, nos taux d'erreur sont plus faibles que ceux de l'État. Je pense que cette simplification-là pourrait être regardée sans animosité et en posant les choses sereinement et tranquillement. Et le dernier point, et j'espère que vos questions permettront de vous expliciter encore mieux les choses, ce sont les agents gestionnaires des lycées ou des collèges pour les départements, puisque les agents gestionnaires traitent 95% de dépenses des collectivités locales en étant agents de l'État et ne répondant qu'à leur autorité et à leur ministre. Ce qui pose un vrai problème dans la capacité d'acheter, et notamment les produits de cantine dans les collèges et les lycées. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Stéphane Lemoyne, je propose, pour poursuivre cette introduction. Merci, Madame la Présidente. Mon propos tiendra en 3 points. D'abord pour dire que par rapport aux débats qui sont les voeux de ce soir, l'ASP est neutre en ce sens qu'elle travaille dans le cadre des règles qui sont définies par les autorités politiques. Et donc, bien évidemment, là, ça va sans dire, mais ça va mieux en le rappelant, l'agence est capable de travailler dans n'importe quel environnement et dans des degrés de décentralisation divers et variés, comme le montre d'ailleurs l'exemple des autres États membres en Europe, puisque vous avez toutes les configurations possibles, imaginables, depuis les plus décentralisées et plus fédérales jusqu'aux plus centralisées. Voilà. Sachant que nous, on est dans une situation un peu intermédiaire. Ceci étant dit, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à la problématique de la complexité, les fonds européens sont des politiques effectivement complexes, et d'ailleurs tous les collègues des autres organismes payeurs de l'Union européenne se plaignent, quels que soient les pays, de cette complexité, même si probablement elle est effectivement plus forte en France. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de ce qui résulte des exigences européennes et que l'ASP met en place, comme tous les organismes payeurs, de mon point de vue, mais on pourra y revenir, j'imagine, dans le débat, l'essentiel de la complexité dans la pratique tient aux règles d'éligibilité qui sont définies pour les interventions, que ce soit d'ailleurs sur la PAC qui relève de l'État ou celle qui relève des régions. Et donc, de ce point de vue-là, puisqu'on est ce soir pour parler essentiellement donc, de la thématique des politiques qui relèvent des régions, la main est donc aux régions aujourd'hui, comme c'était déjà le cas d'ailleurs sur la programmation précédente, pour définir les règles des interventions. Et de ce point de vue-là, la situation peut être très différente d'une région à l'autre. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais évoquer. Et puis la troisième, c'est pour préciser quelque chose qui me paraît important, à rappeler, c'est que l'ASP ne contrôle que les règles qui sont définies dans les règlements qu'on lui demande d'appliquer, que ce soit les règlements européens bien sûr, mais aussi donc les règles nationales, y compris les règles définies que ce soit par l'État ou les régions, par exemple dans le cadre des appels à projets. Mais par contre, une fois qu'une règle est posée, il y a une obligation qui nous est faite en tant qu'organisme payeur, et que cette règle soit européenne ou nationale, c'est qu'on doit la contrôler. Donc quand quelque chose est prévu pour payer une aide, une condition quelconque, l'ASP a une espèce de compétence liée et est amenée à devoir contrôler cette règle, quoi qu'on en pense par ailleurs. Et évidemment, en tant que président directeur général de l'ASP, j'ai mon avis sur ce qui aujourd'hui fait le tissu de complexité qu'on constate tous en France. Voilà. Et donc c'est cette absence de marge en quelque sorte que je voulais souligner
pour indiquer qu'effectivement, c'est important que les autorités politiques, et alors c'est important pour les agriculteurs évidemment, mais même pour moi en tant qu'opérateur ASP, de ce point de vue-là, d'avoir des règles qui sont les plus favorables possibles à une application qui soit raisonnablement complexe, on va dire. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et je vais maintenant passer la parole à Monsieur Gilbert Guignon, également pour 5 minutes. Merci beaucoup. Oui, nous, par rapport à la décentralisation, il y a le côté positif et puis il y a le côté un peu plus contraignant. Sur le côté positif, ça permet au réseau des chambres d'agriculture de s'adapter aux derniers kilomètres des exploitations, puisque vous savez qu'on est au service de l'ensemble des agricultures et des agriculteurs. Et grosso modo, on est très complémentaires avec les régions. On travaille beaucoup ensemble. Chaque région a à peu près sa politique agricole qui est un peu différente quand même l'une des autres, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la complémentarité, mais c'est aussi la vision qu'on peut avoir sur certains points. Je pense à l'installation. Et derrière les effets politiques que l'on a et que l'on discute autant avec nos régions ou nos DRAF, on a aussi la partie administrative et notamment la partie comment je pourrais dire, la partie informatique, des choix des programmes informatiques qui est quand même souvent différent d'une région à l'autre. On l'a vu aussi avec l'ASP pour la mise en place du paiement de l'installation, que ça a été quand même une partie de plaisir pas inintéressante pour arriver à payer en temps et en heure, pour que les régions puissent payer en temps et en heure. Mais il nous a fallu passer beaucoup de temps sur ces problématiques et ça a duré quelques mois, voire presque une petite année. Là aussi, sur le travail qu'on a à faire, je veux dire, on est des fois pris un petit peu entre l'État et les régions. Dans la PLOA, on va voir arriver ce qu'on va appeler France Service Agriculture. Moi, j'ai rien contre, mais il faut quand même un peu d'harmonisation pour que dans toutes les régions, on utilise cet outil comme on le souhaiterait, et puis qu'il y ait un petit peu quand même une ligne directrice nationale, parce que mon sentiment, c'est quand l'État a laissé tout ce qui est deuxième pilier aux régions, que ce soit l'installation, l'investissement, certains MAEC. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que l'État voudrait reprendre ce qu'il a laissé aux régions. Alors bon, on est un petit peu coincé entre les deux. On est coincé sur certains aussi autres sujets. Et c'est par rapport notamment aux agences de l'eau. Moi, sur ma région, j'ai 3 agences de l'eau avec pratiquement 3 politiques différentes. Dites-moi comment on peut construire une politique régionale de l'eau avec 3 agences. On a aussi, et ce qu'on voudrait remettre en place, et ce qu'on demande, c'est remettre en place de l'agronomie. Et quand vous démarrez une région dans les baronnies de la Drôme et que vous arrivez à la cime du Cantal et que les périodes d'épandage sont pratiques, les dates d'épandage sont à peu près les mêmes. On démarre à 250 mètres d'altitude pour finir à 1200 mètres. Nous, on voudrait une adaptation au territoire plus facile à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on demande aussi plus de pouvoir pour les préfets, pour tout ce qui est un peu exceptionnel, les sécheresses, les coups de grêle, les inondations aussi, parce qu'on est à peu près convaincu, qu'aujourd'hui, on doit avoir des projets de territoire et à l'intérieur des grandes régions comme la mienne où il y a 12 départements, si on ne peut pas travailler un projet de territoire, on va pas avancer, on va pas moderniser notre agriculture et on va pas rentrer dans ce qu'on nous demande, c'est-à-dire de produire pour la sécurité alimentaire. Moi, je pense qu'il faut relaisser du pouvoir au territoire. Je suis sûr que toute la dynamique et le bon sens paysan doit se retrouver dans les territoires. Alors, avec l'État, avec les régions, mais laisser les territoires avoir un peu de pouvoir sur ce qu'ils veulent mettre en place, sur l'économie qu'ils veulent mettre en place. On a des territoires qui sont tellement divers et variés
que c'est ce qu'on demande au niveau des chambres d'agriculture, qu'on puisse avoir des projets de territoire sur l'économie, sur l'eau, sur tout ce qui constitue pour moi un territoire. Et ça, c'est pour nous très important et c'est une demande très forte. Merci. Merci beaucoup à tous les trois pour vos propos introductifs. Et nous allons poursuivre ce débat avec les questions. Alors, je sais que c'est un format qui n'est pas tout à fait habituel pour l'Assemblée nationale. Donc, je prends les questions dans l'ordre dans lequel elles sont transmises au service. Je rappelle qu'il y a 2 minutes de questions et 2 minutes de réponse. Je vous invite aussi à préciser à qui vous souhaitez adresser la question de nos trois invités, ou à tous les trois, comme vous le souhaitez. Et la première question va être posée par Monsieur Paul Molac, du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires, qui est à l'initiative de ce débat. Donc pour 2 minutes, vous avez la parole. Madame la Présidente, donc ma question, quand je vous écoute finalement, j'ai l'impression que l'État ne veut pas prendre, enfin l'État, je veux dire l'administration centrale, ne veut pas prendre en compte ce qui s'est passé finalement dans les années 80, où on a la création des régions avec un certain nombre de compétences qui ont été, avec la loi de 2016, la loi NOTRe, en particulier l'économie qui a été donnée aux régions. Et finalement, on a l'impression de cet empilement où on a une idée géniale à Paris et clac, ah ben, on n'a pas regardé déjà ce qui se faisait dans les régions. Est-ce qu'il n'y a pas cette impression que l'État conduit en aveugle, décide de politiques qui ont déjà été mises en place parfois dans les régions parce qu'on est directement au contact des agriculteurs et de leurs nécessités. Quand je voyais on parlait des épandages tout à l'heure, on ne va pas épandre alors qu'il pleut énormément. On va épandre du lisier alors qu'on sait très bien que ça va aller directement à la rivière. Pourtant, il y a une zone dans laquelle on peut pas déroger. Donc ça n'a pas de sens agronomique, ça n'a pas de sens agricole. Et donc ma question, c'est finalement, est-ce que, et quand je vois la complexité de l'agriculture française par-dessus le marché, je disais tout à l'heure, certains nous disent il y a trop de porcs en Bretagne, il faut les mettre sur toute la France, parce que vous croyez que le céréalier du bassin parisien ou le viticulteur du sud-ouest ou l'arboriculteur du sud-est va se mettre à faire du porc. Bah, certainement pas de cette façon-là, facilement. Donc la question, elle est simple. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de laisser aux régions un certain nombre de choses à voir en fonction de leur type d'agriculteur, en fonction de ce qu'ils veulent faire de leur région? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a un va-et-vient avec la question des MAEC, par exemple, a été... reprendre les MAEC, par exemple, à la région Bretagne, on a embêté ce pauvre Fesneau pendant plus de 6 mois à lui casser les pieds parce que justement, il ne nous disait pas comment il allait payer les MAEC. Bon, à un moment donné, ça fonctionne pas. Donc, quel est votre avis finalement? Est-ce que l'État n'a pas pris en compte cette régionalisation? Est-ce qu'il ne fait pas confiance aux régions? Pourtant, c'est bien elles qui sont le plus proches du territoire. Merci. Alors, est-ce que, Monsieur le Président... Oui, que voulez-vous que je vous dise? Bien entendu, monsieur le député et cher Paul, je pense qu'on est face à une administration qui est à mémoire de forme. C'est-à-dire qu'un ministre décide une avancée, vexe une partie de son administration, et puis le ministre d'après se retrouve avec des propositions permettant d'aller dans le sens inverse. Le sujet des MAEC est un très bon exemple. Et je crois que personne n'y gagne. Personne n'y gagne, ni le ministre, ni les territoires et leurs collaborateurs, ni les agriculteurs. Il faut une vision bien entendu nationale avec une ambition de souveraineté alimentaire qui me semble un élément clé qui est réexprimé actuellement par beaucoup d'acteurs, mais la prise en considération des agricultures de France qui peut se faire qu'à la maille de territoires plus petits. Et effectivement, les régions sont la maille choisie par le législateur et nous permettent d'avancer en prenant en compte nos agricultures et en mettant en place des politiques publiques qui, encore une fois, répondent à nos traditions, nos terroirs, nos conditions de sol, nos conditions de climat et, encore une fois, nos manières de faire. Parce qu'il faut prendre cela en compte aussi. Pourquoi est-ce que les MAEC fonctionnent dans certaines régions et pas dans d'autres? Pourquoi est-ce que les plans d'accompagnement avec un partenariat fort entre régions et chambres fonctionnent dans certaines régions et un peu moins dans d'autres? Pourquoi dans certaines régions on sait s'ouvrir à différents réseaux là où dans d'autres on est sur des réseaux exclusifs? C'est l'histoire qui le dit. Et donc quand on dit à Paris on va fonctionner d'une manière unique pour soi-disant simplifier, en fait derrière on met plein de filtres de manière à s'adapter à chacun des territoires. Et je le redis, parce que nous voulons
donner des signes aux agriculteurs parce que nous voulons répondre à des calamités, parce que nous voulons répondre à des situations particulières. On met en place des appels à projets divers et variés. On ajoute de la complexité parce que ces appels à projets ne tiennent pas compte des politiques publiques que nous mettons en place et qui sont souvent négociées avec les chambres et avec les partenaires syndicaux des territoires. Et c'est cela qu'il faut prendre en compte. Et donc des enveloppes nationales avec de la contractualisation avec les territoires pour pouvoir avancer sur chacun des territoires en s'adaptant encore une fois aux situations locales me semble plus pertinent. Merci. Alors, je rappelle, oui, que normalement l'exercice, c'est 2 minutes aussi de réponse pour tout le monde. Mais si vous souhaitez ajouter quelques précisions pour cette... Mais oui, c'est un exercice un peu compliqué. Oui, voilà, mais c'est un exercice un peu compliqué, je le reconnais. Si vous souhaitez ajouter un mot, peut-être sur cette première question. Alors, pas sur la question d'opportunité, parce que je ne me sens pas légitime, ne représentant pas l'État en tant que tel, pour répondre. Par contre, juste pour indiquer, par rapport à l'exemple des MAEC qui a été cité, que s'il y a eu cet aller-retour, c'est aussi pour des bonnes raisons, et ça s'est fait à partir d'un constat qui a été commun aux régions et à l'État, que l'empilement dont parlait le président Gérard tout à l'heure de compétences avait abouti en fait à ce qu'on cumule les complexités diverses, et notamment on avait abouti à une diversité de MAEC sur le territoire qui devait être mise en œuvre par le seul organisme payeur en France qui est aujourd'hui l'ASP, et que donc on a été confronté à une tâche qui était déraisonnable compte tenu du délai qu'on avait, et c'est à partir de ce constat que l'État après a pris la décision de récupérer les MAEC pour répondre à cette expérience. Voilà. Merci. La deuxième question va être posée par Madame Manon Meunier pour le groupe LFI NUPES. Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour vos interventions. Ma question s'adresse à tous les trois. En réalité, quand on parle de décentralisation des politiques publiques agricoles, on s'intéresse également à la question de la représentativité donc des acteurs locaux dans les instances locales. Et ma question porte justement sur cette représentativité, notamment au sein des chambres agricoles départementales, au sein également des SAFER, dont les élections sont fortement liées. Et aujourd'hui, il y a des interrogations autour des modes de scrutin, puisqu'on a une élection qui approche très bientôt pour les chambres d'agriculture. Il y a plusieurs questions qui se posent dans le monde agricole, plusieurs, en l'occurrence, contestations de ce mode de scrutin qui favorise largement les premiers arrivés en tête et qui finalement défavorise la représentativité du monde agricole sur les départements, et donc quelque part enlève aussi la voix à certains représentants qui pourraient pourtant amener justement peut-être à une prise en compte plus large des différents acteurs locaux. Donc je voulais avoir votre point de vue sur ce point. Et puisqu'il me reste 1 minute, vous parlez aussi de l'importance effectivement peut-être de la décentralisation pour les questions de bifurcation écologique, non seulement notamment sur la question par exemple de la prise en compte des races locales, de la préservation de races locales et de variétés locales aujourd'hui qui sont peu soutenues, ou en tout cas de moins en moins soutenues, et notamment avec les nouvelles législations rentrées en compte. Votre point de vue là-dessus et aussi finalement les soutiens qui devraient avoir lieu, ou peut-être une question justement de redonner des pouvoirs plus locaux sur cette question des races locales, puisque évidemment une adaptation plus importante de ces races à justement des paysages locaux est intéressant pour la bifurcation. Merci. Merci. Alors. Je vais lui répondre. Les élections de chambre, c'est comme vos élections politiques. Celui qui a la majorité, il commande. Je suis désolé. Nous, on est élus sur des listes syndicales, qu'elles soient FNSEA, JA, Confédération paysanne ou coordination rurale. On est élus. Une fois que la majorité, c'est nous qui sommes majoritaires et qui défendons, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des agricultures et l'ensemble des agriculteurs. On a des programmes agricoles départementaux, même si on en a plus des régionaux aujourd'hui. On écoute, moi je pense que j'écoute tout le monde au niveau régional, qu'on a une ligne de conduite, oui, que c'est celle qu'on a construite. J'ai pas l'impression que dans les chambres d'agriculture, on laisse un certain nombre d'agriculteurs de côté. C'est peut-être eux qui veulent pas venir nous voir, mais c'est différent.
Sur tout ce qui est race locale, je vais dire, c'est des programmes qu'on mène avec nos régions. Moi, en Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai un programme sur les races à faible effectif. On ne va pas mettre aussi tout l'argent pour des races à faible effectif. Le même argent qu'on met sur la viticulture, qui est pour moi, qui est dans ma région, économiquement la première filière. On est obligé de faire des arbitrages financiers par rapport à toutes ces aides-là, tous ces accompagnements-là. Mais globalement, je veux dire, nous, je me sens pas mal à l'aise dans mon rôle de majoritaire pour travailler avec les agriculteurs, avec les paysans. Je veux dire, peut-être que pour vous, c'est peut-être les minorités qui doivent commander. Chez nous, en Chambre d'agriculture, c'est encore la majorité. Désolé. Merci. Est-ce que donc, nous allons passer à la question suivante avec une question de Madame Sylvie Bonnet pour les Républicains. Merci. Cette décentralisation s'avère complexe et soulève de nombreux défis. Tout d'abord, la répartition des compétences entre les différents niveaux de gouvernance, nationale, régionale, locale, doit être précisément définie pour éviter les chevauchements et les conflits. Par ailleurs, les acteurs locaux doivent disposer des compétences et des ressources nécessaires, notamment en termes de finances et d'ingénierie, pour assumer leurs responsabilités. Enfin, même en décentralisant, en se rapprochant du terrain, il faudra toujours combattre la complexité des procédures administratives qui étouffent nos agriculteurs. La coordination entre les différents niveaux de gouvernance est essentielle pour garantir la cohésion des politiques agricoles. Ma question est la suivante. Selon vous, pourrons-nous éviter que des disparités territoriales ne créent une nouvelle concurrence déloyale en France, à l'instar de ce que nous vivons déjà face à nos voisins européens? Merci. Que loin de vous, Monsieur le Président? Nous avons déjà une concurrence déloyale de par les sols et les climats. Quand je discute avec l'Occitanie, quand je discute avec l'Auvergne-Rhône-Alpes, moi, Bretagne, je n'ai pas du tout la même situation pédoclimatique. Et donc, de fait, je ne suis pas dans les mêmes conditions pour pouvoir produire. Et c'est quelque chose qui n'est pas souvent pris en compte dans les débats au niveau national. Parce qu'au niveau national, quand on se retrouve région de France, et j'inclus les régions, et les collègues des chambres et les syndicats, les différents syndicats et le gouvernement, on va parler grande masse. Et on ne prend pas en compte les particularités de nos territoires. Et je pense qu'au contraire, avec encore une fois une ambition nationale, mais des actions locales coordonnées par les différents acteurs que sont les régions, nous sommes en capacité d'adapter nos dispositifs. Et quand on regarde, c'est un peu le même débat que sur les lycées. Les lycées, il y a 25 ans, personne, ou les collèges, ou les écoles, tout le monde disait, oh là là, si on donne ça aux communes, aux départements, aux régions, jamais on pourra avoir l'équité républicaine et l'égalité républicaine. Et aujourd'hui, je crois qu'au contraire, nous avons réussi à nous adapter aux situations locales dans les grandes zones très denses ou dans les zones très peu denses, comme on peut en avoir dans chacune de nos régions. C'est pareil sur l'agriculture, avec un point, encore une fois, encore plus atypique, c'est cette histoire des sols et des climats et du changement climatique qui s'accélère. Non, qu'est-ce que je peux rajouter? Non, mais c'est ça. Le bon sens paysan, c'est quand même de coller à l'actualité, de coller aux régions, de coller au territoire, de coller au terrain. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, et c'est ça que dans ma région, on met en place avec la région. Ce qui nous dérange aujourd'hui, et vous avez raison quand vous parlez de surtransposition des normes et compagnie, c'est ça qui est en train de tuer nos paysans. Hein. Nos paysans se sont révoltés il y a 15 jours ou 3 semaines. Un, pour le problème du revenu, mais deux, sur les normes quand on décide de Bruxelles ou de Paris et qu'on fait appliquer de Marseille à Lille. Et ça, on n'est plus, comme l'a dit le président, on n'est pas dans la même situation. Et c'est pour ça que nous, la décentralisation nous intéresse, mais on voudrait presque aller un peu plus loin, de redescendre dans nos, je dirais pas dans nos cantons, mais dans nos territoires. Quand on parle gestion de l'eau, les différences sont flagrantes. Et il faut qu'on arrive avec l'économie, puisqu'on sait que l'eau, c'est quelque chose qu'on doit partager. Mais il n'y a pas que de l'eau pour les agriculteurs, il n'y a pas que de l'eau pour les industriels, et il n'y a pas que de l'eau pour les collectivités. Construisons des projets de territoire global ou sur un versant, sur une vallée, on pourra construire quelque chose, et que si on le décide de Paris ou de Lyon, on n'y arrivera pas. Mais il faut qu'on redescende, pour moi, dans les territoires, et parfois, dans certains départements, il y a 2 ou 3 territoires qui sont différents l'un de l'autre.
Et c'est pour ça que nous, tout à l'heure, je vous demandais aussi qu'on puisse travailler avec nos préfets, que nos préfets puissent adapter la réglementation nationale dans les départements et même un peu plus. Merci. La parole est à Alain David pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse Monsieur le Président de la région Bretagne. Parmi les nombreuses pistes pour améliorer la condition des agriculteurs, certaines relevées de décisions nationales, européennes et peuvent se révéler longues et complexes à mettre en œuvre. D'autres semblent plus concrètes et plus simples à déployer, notamment, cela a été rappelé, en décentralisant un certain nombre de compétences et de gestion des aides, incitations ou indemnisations. Je sais par exemple que la région Occitanie et sa présidente, Carole Delga, se sont portés volontaires pour expérimenter cette gestion décentralisée. Peut-être d'autres également. Mais décentraliser ne constitue pas une fin en soi et ne servirait à rien s'il s'agit d'une simple délégation administrative. Cela pourrait certes réduire les délais, mais resterait insuffisant s'il restait impossible de peser sur les grandes orientations politiques. Ainsi, il faudrait que les régions autorisées à expérimenter le pilotage des aides, des incitations ou des indemnisations puissent le faire en les ciblant. Elles pourraient ainsi favoriser des structures vertueuses respectant des critères de durabilité, d'adaptation des cultures, de circuits courts plutôt que la fuite en avant vers l'agrandissement, la mécanisation, l'industrialisation de l'agriculture. Aujourd'hui, 80% des aides sont captées par 20% des agriculteurs à l'échelle européenne. Il est nécessaire d'inverser d'urgence la tendance et peut-être effectivement que la décentralisation est un bon outil. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président ? Merci Alors, de votre Monsieur le question. Président. Deux niveaux de réponse. D'abord, en tant que président de la commission agricole de Région de France, vous dire que les régions veulent expérimenter et que les régions veulent proposer au gouvernement d'aller plus loin pour faciliter la vie de nos agriculteurs et pour être plus réactifs dans un monde de plus en plus complexe et qui nécessite encore une fois des adaptations de nos politiques publiques aux situations que nous vivons dans les territoires. Des sujets de sécheresse, des sujets de tempête, des sujets de recul de trait de côte, des sujets de maladies, d'épisodes aussi que nous avons, qui nécessitent encore une fois la puissance de l'État, mais la réactivité du local. La deuxième chose, et là je prends ma casquette de président de la région Bretagne, c'est qu'effectivement il faut mener un grand débat dès maintenant pour préparer la PAC 27. Ça nous paraît loin la PAC 27, mais c'est demain. Et je peux vous dire que d'autres territoires en Europe s'organisent, ont des visions très très claires de ce qu'ils veulent. Et si nous sommes dans un débat de court terme entre nous de qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer et améliorer l'efficacité en France sans se préoccuper du débat de 2027, alors on perd une chance. Et sur la PAC 27, je pense qu'il va falloir intégrer l'enjeu de la dignité de nos agriculteurs et de leurs revenus. Et sur ce sujet, il faut intégrer peut-être pas le sujet des prix planchers, mais certainement le sujet de la rémunération juste, y compris dans les cycles ou dans les situations contracycliques que l'on doit assumer. Ce qui veut dire une nouvelle mécanique des politiques européennes. Et ça se mène dans les débats européens, j'espère pendant la campagne qui va s'ouvrir là, mais après dans l'hémicycle à venir avec les États membres. Et si on reste sur des sujets basiques d'euros par hectare, sans prendre en compte encore une fois des périodes où on gagne beaucoup, comme en ce moment dans le port en Bretagne, et puis des moments où c'est la catastrophe, et on va appeler à la rescousse les régions, l'État, l'Europe pour venir donner un coup de main, alors on passe à côté d'une chance, c'est de pouvoir encore une fois réguler, sauf à dire effectivement que les prix sont fixes. Mais là, dans une Union européenne telle qu'on la connaît, dans un marché ouvert tel qu'on le connaît, je ne suis pas forcément le plus fan du monde de dire qu'on va mettre des prix fixes, ou alors va falloir réguler tout cela avec des salaires fixes pour tout le monde, et bon courage pour la mise en œuvre. Merci. La parole est au président Chassaigne pour le groupe GDR NUPES. Merci Madame la Présidente. Bon, depuis la loi MAPTAM, les régions sont reconnues comme autorité de gestion des fonds européens agricoles, en particulier en matière de développement rural, deuxième pilier de la PAC. Cependant, depuis l'an dernier, les conseillers régionaux ont seulement en charge les mesures dites non surfaciques, installation, investissement agricole et agroalimentaire, forêt, leader, tandis que les autres dispositifs reviennent à l'État, ça a été dit, MAEC, conversion en agriculture biologique, ICHN, gestion des risques et prédation. Chaque région précise ses propres critères d'éligibilité, ses montants de subventions et leurs éventuelles bonifications en ce qui les concerne. Si les régions ont en effet perdu en périmètre de compétences, elles ont gagné en autonomie dans la gestion des mesures qu'elles conservent.
notamment dans la politique d'installation, c'est le sujet de ma question. L'État a gardé à sa main le paiement jeune agriculteur, désormais forfaitaire, uniforme par exploitation, en tenant compte des GAEC en particulier, avec 4 470 € par exploitation, plus s'il y a plusieurs membres du GAEC, et ça pendant 5 ans. Cette approche est cependant source d'importantes inégalités de traitement. Ainsi, la mesure 73-17 du PSN, investissement bonifié en faveur des jeunes agriculteurs, est seulement activée par 6 régions. La mesure 73-01, investissement productif on-farm non spécifique aux installés, est activée de façon différenciée. S'appuyant sur ses propres réalités, chaque région peut ainsi compléter par des dispositifs qu'elle fait le choix de développer, par exemple, pour certaines, des aides aux nouveaux agriculteurs qui ne sont pas éligibles à l'aide aux jeunes agriculteurs. 2 jeunes installés sur une même production n'auront pas les mêmes niveaux d'aide en fonction des régions où ils s'installent. Des exemples concrets m'ont été donnés. Ne pensez-vous pas que la régionalisation, si elle permet d'adapter les mesures aux préoccupations spécifiques à certains territoires, doit également répondre à des enjeux d'équité et de cohérence générale? Quelle est votre position sur ces distorsions interrégionales dans l'attribution de ces aides? Vous avez commencé à répondre tout à l'heure, d'ailleurs. Merci. Alors, Monsieur le Président répond. Moi, je vais faire 1 minute pour laisser le collègue de Chambre donner son avis. Mais concernant, encore une fois, cette possibilité pour les régions d'accompagner les jeunes agriculteurs, il était primordial de laisser à chaque région la capacité d'inventer ces dispositifs. Et effectivement, on a des débats avec les JA ou avec les chambres sur le sujet du niveau d'aide. Et le piège, c'est de comparer, et on le voit dans la presse, les JA versés par chaque région. Et là, on va dire telle région est meilleure que d'autres. Mais après, si on prend les aides à l'investissement pour les jeunes agriculteurs dans les 5 premières années, là aussi, chaque région a des niveaux différents. Et puis, les accompagnements sous forme contractuelle, on a encore un 3e niveau d'accompagnement. Et donc, il faut, et c'est ce que je dis à Sébastien Windsor, et c'est ce que nous allons faire avec les chambres et les régions, comparer l'accompagnement des régions pour les jeunes agriculteurs sur les 5 premières années. Et là, on verra que finalement, nous nous adaptons à nos systèmes agricoles, qui sont encore une fois différents, et qui nous permettent d'accompagner nos agriculteurs en fonction de nos situations, qui ne sont pas toutes les mêmes dans les territoires. Voilà, moi, l'état d'esprit qui est le mien. Encore une fois, un socle national négocié entre l'État et les régions, mais une liberté des régions après d'innover et de nous adapter au territoire dans le dialogue avec les différents partenaires, chambres, mais aussi différents représentants syndicaux des différents obédiences dans le monde agricole. Oui, pour compléter, il y a la partie DGA qui est financée par les régions aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que dans une installation, il y a aussi toute la partie réglementaire. Et c'est là qu'on a besoin encore des services de l'État. La partie sanitaire, les parties mises aux normes qui sont aujourd'hui traitées encore par nos DDT. Et c'est cet équilibre qu'il faut qu'on trouve entre l'administration départementale et la région. Donc, des endroits, ça se passe bien. D'autres endroits, il y a plus de concertation. Des endroits, il y en a un peu moins. C'est ça la complexité aujourd'hui. Et il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est tous les aspects sanitaires. Puisque aujourd'hui, la bombe qui nous atteint, pour moi, elle est sur le sanitaire, autant sur l'animal que sur le végétal. Et là aussi, il y a des règles, il y a des lois. C'est pour ça que l'encheminement entre l'administration et les régions, et Loïc l'a dit tout à l'heure, il faut que les régions travaillent en intelligence avec l'État, notamment avec les DRAF, pour qu'on arrive à concilier les choses et à faire que les dossiers agricoles ne prennent pas de retard. Vous savez autant que moi les délais qu'il faut quand on veut construire un bâtiment agricole. Là aussi, alors je profite un peu du moment dans lequel on est, où on parle de simplification administrative, de réduction des délais, parce que quand on parle compétitivité, et puis quand on se compare à d'autres pays pas très loin de chez nous, que ce soit l'Allemagne, où en 6 mois, vous êtes capable de monter un dossier et il est ficelé, et qu'en France, c'est pratiquement 2 ans, voire 2 ans et demi. Là aussi, sur la compétitivité de notre agriculture, on a des choses à arranger, à modifier.
Moi, je pense que... Je vais juste devoir vous interrompre parce qu'on va essayer de garder le... Enfin, moi, je suis obligée d'appliquer les règles qui existent. Mais vous pourrez rebondir, j'imagine, sur les questions suivantes. Donc, je vais passer la parole à Madame la Présidente Châtelain pour le groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente. Je souhaitais remercier nos intervenants et le groupe Lyot pour l'organisation de ce débat extrêmement intéressant. Moi, il y a deux sujets dans vos différentes interventions qui m'ont particulièrement intéressée. La première, c'est la question de l'adaptation au territoire. Vous l'avez mentionné, la question du fait qu'effectivement, chaque territoire, en fonction de sa terre, de son ensoleillement, n'a pas les mêmes productions. Vous avez beaucoup mentionné la question aujourd'hui maintenant des impacts du réchauffement climatique, la question des traits de côte, la question de la ressource en eau. Moi, je suis élue d'un territoire de montagne, donc je connais aussi les enjeux spécifiques à des territoires et à l'agriculture en montagne qui est encore très différente de celle de la plaine. Moi, ma question, elle est vraiment, est-ce que vous pouvez développer sur quels sont les outils pour s'adapter justement à ces changements aujourd'hui climatiques forts au terme d'agriculture. C'est-à-dire que quand on nous dit on va s'adapter sur le territoire, il y a comment vous voyez les choses. C'est-à-dire que moi j'entends tout à fait qu'il peut y avoir une certaine réticence à des normes qui seraient finalement pensées en dehors des agriculteurs, mais à la fois je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui faire comme si le réchauffement climatique n'était pas présent. Vous en êtes les premiers impactés. Donc quels sont ces outils? L'autre chose que je vois que le temps file, c'est que dans la question de la politique agricole, il y a forcément la politique agricole, il y a aussi un modèle économique. C'est-à-dire que moi, quand je discute avec les agriculteurs, ils me disent je dois renvoyer mon lait à Gap, j'ai mes bovins qui sont effectivement abattus en Bretagne. Et donc, on sent bien qu'il y a une envie de consommer plus local chez les consommateurs et à la fois une envie pour les agriculteurs de retrouver un peu la main sur des circuits un peu plus courts face à des fois des acteurs agro-industriels qui sont très centralisés. Et là, je trouve aussi que les régions ont un rôle. Ce sont quand même en termes de structuration des filières économiques locales. Donc, est-ce que vous identifiez, vous, des outils économiques pour développer un circuit plus court qui nous aide finalement à répondre à cette demande de proximité? Merci, Madame la Présidente. Qui souhaite répondre? Moi, je veux bien répondre, mais vous avez donné les réponses déjà. Vous avez pas toutes. Moi, je suis un fervent de tout ce qui est recherche, innovation et développement. Je pense que c'est ça qui fera progresser notre agriculture et qui la fera s'adapter. Malheureusement, on a passé des années un peu de vache maigre, surtout sur les crédits de recherche et d'innovation. Je veux dire, tout agriculteur, mais comme tout responsable, qu'il soit politique ou autre, a ces sujets en tête sur les économies d'eau, les recherches de fuite dans les réseaux. Enfin, sur l'eau, pour moi, la recherche, elle a un gros impact, mais aussi, il y a les aspects financiers, parce qu'on ne passe pas d'un système à l'autre en termes de prise de risque. C'est pour ça qu'on avait proposé, nous, la mesure de transition, une mesure qui devait accompagner les changements des agriculteurs en termes de gestion de leur exploitation, en termes de gestion de leur production aussi, et sur le consommer plus local. Là, on est partie prenante à fond. On a quelques soucis quand même, notamment quand on travaille sur les projets alimentaires territoriaux. On a la problématique des marchés publics, et vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'agriculteurs qui pourraient fournir la cantine du collège et compagnie. Vous savez, les démarches administratives qu'il faut faire pour des marchés publics, simplifions les choses, et je pense que nous, on sera capable de s'adapter à vos demandes. Pardon, merci. La parole est à Monsieur Jean-Claude Larsonneur. Merci, Madame la Présidente. Messieurs, cher Loïc, Monsieur le Président de la région Bretagne, ma question, un peu en synthèse finalement de ce débat, et pour reprendre le titre du débat, c'est à quel point la PAC est-elle soluble dans la décentralisation? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, notamment avec en perspective la PAC 2027, en termes de subsidiarité? Où sont aujourd'hui les blocages pour des régions
Est-ce que ça se passe au niveau national, au niveau de l'État? Est-ce qu'on peut aller plus loin? On l'a dit aujourd'hui, les régions, alors avec des nuances bien sûr, s'occupent beaucoup du deuxième pilier, MAEC, l'installation, l'investissement. Est-ce qu'on pourrait penser différemment une PAC 2027? Je note avec intérêt la remarque qui moi aussi m'étonne hein, sur les prix fixes. Je ne comprends pas bien comment on peut faire des prix fixes dans une Europe à 27. Je demande à comprendre. Évidemment, toutes les régions ont des besoins différents. La question de l'installation, la question des mesures de compensation de services environnementaux en Bretagne, en Occitanie ou dans des régions alpines ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin en termes de subsidiarité et pour un résultat qu'on peut estimer meilleur en relation à l'agriculture et aux filières de chaque territoire? Je vous remercie. Vrai débat, effectivement. Il faut faire un benchmark avec les autres régions européennes, ailleurs dans les autres États membres. Et on voit qu'il y a un premier sujet, c'est est-ce que c'est un règlement national ou est-ce que c'est une orientation nationale avec des règlements régionaux ou alors un règlement national qui intègre 18 volets pour les 18 régions en métropole et ultramarine. Ça, c'est déjà un premier beau sujet. Et après, effectivement, il faut gérer la complexité. Soit on assume de mettre des filiales de l'ASP dans les régions, et ça se paye. Soit on dit il y a une partie parce que c'est des politiques nationales qui est pilotée par l'ASP, d'autres parties par simplification qui sont assumées par les régions. Au passage, la Corse paye, hein, et on est dans la République. Et elle arrive à payer puisque c'est la loi qui le prévoit. Et les autres régions, quand on lève la main, on nous dit non, c'est trop compliqué, France une indivisible, vous ne pouvez pas payer. Bon, d'accord, très bien. Donc ça, c'est déjà un premier sujet. Et puis après, deuxième sujet, ça va être la solidarité. Solidarité parce qu'on n'a pas les mêmes climats, on n'a pas les mêmes sols, on n'a pas les mêmes situations. Et puis solidarité parce qu'on n'a pas les mêmes revenus. Pas les mêmes moyens et pas les mêmes revenus. Quand on regarde le revenu agricole d'un éleveur bovin extensif en herbe, en montagne ou en zone Bretagne, c'est des revenus très bas. Quand on regarde le porcin en ce moment ou les céréaliers dans les zones où ça porte, ça va très bien. Et donc on est dans des situations très atypiques. Et quand on dit une France, un système de paiement, il y a des choses qui sont très injustes qui se mettent en place. Et ça, c'est un débat très compliqué et qu'on ne pourra certainement pas ouvrir dans l'ambiance que l'on a aujourd'hui. Mais il faudra avoir ces débats-là. Et je pense que si vous le faites au niveau national, vous êtes bloqué, notamment parce que disait Madame la députée tout à l'heure, de posture syndicale nationale. Si vous le descendez au niveau local, vous pouvez avoir des débats beaucoup plus apaisés, y compris avec les mêmes syndicats, qui en local comprennent leurs intérêts à défendre des évolutions sur tel ou tel sujet, des pesticides aux rémunérations, en passant par des efforts de transition qu'on doit assumer. Merci. La parole est maintenant à Monsieur David Topiak pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente, merci messieurs pour votre présence ce soir sur ce débat de la décentralisation qui me tient à cœur puisque, étant député du Gers dans le sud-ouest, nous sommes au cœur du changement climatique, de ces disparités territoriales qui nous mettent en difficulté. D'ailleurs, la contestation est née de là il y a quelques semaines. Vous avez évoqué, Monsieur le Président de la région Bretagne, tout à l'heure, la nécessité de mieux coordonner, de simplifier les politiques publiques nationales, régionales, et parfois cette surtransposition de cahier des charges qui amène des difficultés pour les agriculteurs qui cherchent à financer leur développement. Je voulais mettre plutôt le focus sur l'Agence des services de paiement et justement dans le cadre des difficultés de nos exploitations aujourd'hui, on l'a vu sur la fin de l'année 2023, on le voit encore début 2024, la difficulté d'obtenir des paiements du FEADER, avec des délais qui sont assez longs, peut-être pour les problèmes techniques, mais il y a aussi un problème de contrôle. Ces contrôles effectués avec de la surtransposition par rapport aux exigences européennes qui ont été mises en place par vos services notamment. Comment pouvons-nous faire aussi pour avoir des contrôles qui ne vont pas être en surtransposition et qui vont permettre de débloquer plus rapidement les aides que vous devez payer et qui sont au cœur du problème de trésorerie de nos agriculteurs aujourd'hui. Et puis une deuxième question qui est plus pour Monsieur le Président de la région Bretagne. C'est vrai que sur la PAC non surfacique, le FEADER, il y a eu un transfert il y a quelques années. Est-ce que vous considérez que vous avez eu, au-delà des transferts, on parle de décentralisation, c'est bien, mais le transfert aussi des moyens associés, c'est important. Il n'y aura pas de décentralisation sans décentralisation aussi des moyens humains et financiers associés. Donc je voulais savoir si la satisfaction était de mise du côté des régions. J'ai déjà un peu mon idée, étant moi-même conseiller régional de la région Occitanie.
Merci. Alors, monsieur, allez-y. Alors, j'ai commencé à répondre pour ce qui me concerne. Vous avez évoqué, monsieur le député, les aides du FEADER. Alors, je suis un peu surpris parce que, pour le coup, sur les aides du FEADER, on est, comme vous le savez, dans la nouvelle organisation, nouvelle gouvernance qui a été mise en place pour cette nouvelle programmation européenne. Donc, où les régions, comme je disais, ont à la fois la main, comme c'était déjà le cas sur les politiques, mais aussi sur les outils. Et après, l'ASP reste l'organisme payeur pour différentes raisons sur lesquelles je ne reviens pas, mais l'organisme payeur unique en France sur ces aides-là. Et donc, il y a une interface qui fonctionne entre les systèmes de gestion des régions, qui sont maintenant, pour lesquels elles sont autonomes, et puis les systèmes d'information de l'agence en tant qu'organisme payeur. Et dans ce contexte-là, les outils côté ASP, agence de paiement, ils sont en place, et les régions sont en ce moment en train de finaliser, alors avec des rythmes d'avancement très différents selon les régions d'ailleurs, mais leurs propres outils de gestion. Et donc, par rapport à la question que vous posez sur la mise en œuvre des aides à l'installation, pour le coup, l'agence, elle n'est pas du tout... je ne vois pas comment on peut lui reprocher de ne pas payer des aides qui sont maintenant à la main des régions, sachant que en plus, il n'y a pas spécialement de difficulté aujourd'hui à payer pour les aides pour lesquelles il y a encore des crédits sur la plateforme de programmation, de les payer comme aujourd'hui directement avec l'agence. Donc voilà, j'exprime un peu mon incompréhension de la nature de la difficulté que vous soulevez, quoi. Voilà. Sur l'aide à l'installation, j'ai quelques dossiers en cours de réanalyse chez vous qui ont déjà été analysés chez moi. Donc je pense qu'il y a effectivement, de par les règles qui sont posées par la loi, des complexités que nous pourrions simplifier. Vous y avez fait allusion au début de votre propos, on pourra y revenir. Sur le deuxième point, et je vais mordre de 15-20 secondes pour pouvoir répondre, oui, il y a un problème dans les transferts des moyens de l'État quand l'État transfère une compétence. Nous avons récupéré les aides à l'investissement, les aides à l'installation, on a récupéré des agents de l'État, et on a récupéré des agents de l'État qui ne sont pas à la hauteur du nombre d'agents qui étaient utilisés quand c'est l'État qui assumait cette compétence. Nous avons demandé une réévaluation au nom de Région de France. L'évaluation a été faite par une autorité indépendante qui a dit « Oui, effectivement, ce n'est pas au niveau, continuez à discuter ». Bon, on discute. Merci. La parole est à monsieur Julien Dive pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, merci messieurs pour votre propos ce soir. Juste deux questions simples qui vont dans la continuité. Les annonces faites il y a maintenant plus d'un an et demi. À Terre de Gym, dans le Loiret, le président de la République a annoncé la loi d'orientation d'avenir agricole avec une volonté de simplifier. Et dans cette simplification, il y avait l'idée d'un guichet unique qui est réapparu dans le cadre des débats de la crise agricole que nous connaissons. Et depuis un an et demi, puisque cette loi d'orientation d'avenir agricole était censée être débattue en 2023 et sera débattue d'ici l'été 2024. Depuis un an et demi, nous voulons définir ce que sera ce guichet unique, puisque la région intervient avec des subventions pour financer, les régions interviennent avec des subventions pour financer des projets, des installations, des infrastructures, pour financer de la recherche parfois, pour verser des aides, vous venez de le rappeler, monsieur le président de région. Et puis à côté, on va avoir certains départements qui vont se donner une compétence optionnelle sur le sujet et vont vouloir aussi intervenir. On va avoir des collectivités, on va avoir l'État. Et en fait, j'ai le sentiment que c'est comme partout dans l'économie française. Le guichet unique, c'est un peu l'Arlésienne dont on ne voit jamais le jour. Et le pauvre paysan se retrouve parfois confronté à se tourner vers différents interlocuteurs. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que sera ce guichet unique. Je l'appelle de mes voeux, mais gageons que cela puisse convenir à l'ensemble des acteurs de terrain. La deuxième question que j'avais, elle concerne les acteurs que sont les chambres d'agriculture. Dans la loi d'orientation d'avenir agricole, moi j'ai rappelé plusieurs fois au ministre de l'Agriculture qu'il manquait un levier, un volet, c'était celui du modèle économique. Dans ce modèle économique, c'est comment accompagner au plus près du terrain les agriculteurs, y compris dans leur conversion, lorsqu'il y a une production qui est morte. Il faut aussi savoir le dire aux paysans, savoir lui montrer ou l'accompagner dans une transition, l'accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et j'aimerais entendre les chambres d'agriculture sur cette question. Merci. Sur la première partie, guichet unique, normalement entre les collectivités, c'est réglé si chacun respecte la loi, puisque le législateur, dans sa grande sagesse, a dit il y a un chef de file, c'est les régions,
Et quand une interco décide d'y aller, elle doit demander à la région une délibération pour s'assurer qu'il y a une cohérence dans les politiques publiques. Et normalement, les départements sont sortis de ces dispositifs, sauf dans des cas très spécifiques, avec délibération de la région. Si les préfets ne font pas respecter ces règles-là, si on ne respecte pas ce principe-là, effectivement, on rajoute de la complexité. Mais le législateur a prévu les choses. Par contre, l'État, pour des raisons diverses et variées, dit bah, tiens, je lance un appel à projet engin agricole, ou je lance un appel à projet renforcement des toitures pour pouvoir mettre du photovoltaïque, ou les haies, ou des dispositifs divers et variés qui viennent percuter nos aides. Et pire que ça, quand l'État utilise de l'argent européen pour faire ses appels à projets, il y a des croisements avec nos propres aides qui nous-mêmes sont des aides européennes, et c'est interdit. Et l'agriculteur se retrouve à un moment donné fort mari, puisqu'on lui avait dit oui, puis finalement c'est non, puisqu'on se rend compte au bout du bout que l'argent européen national croise l'argent européen régional. Bon, donc je pense que quand l'État veut lancer un projet, il faut qu'il nous renvoie, encore une fois par contractualisation, la politique qu'il veut mener avec des indicateurs qui vont bien, et on la mettra en œuvre. Ou alors il reprend les compétences aux régions, et on simplifiera. Par rapport à la PLOA, on a eu quand même des débats régionaux entre nos administrations régionales, la région et la profession agricole. On a fait remonter un certain nombre de souhaits. On va en retrouver quelques-uns dans le projet de loi qui va être présenté rapidement. Sur l'accompagnement des filières. Je veux dire, c'est un de nos sujets majeurs et moi j'en ai un qui me préoccupe particulièrement dans ma région aujourd'hui, c'est le problème de la viticulture du sud de la vallée du Rhône où il faut qu'on trouve avec l'État, mais avec la région, puisque nous on a des plans filières, comment on réoriente ces agriculteurs, parce que les aides publiques ça va bien. Mais c'est un emplâtre sur une jambe de bois. Par contre, il faut qu'on travaille les sujets de fond pour trouver des solutions à ces producteurs-là. Moi, j'ai la problématique des producteurs de lavande aussi, qui ont perdu les débouchés qu'ils avaient. Et là, il faut les réorienter. Et c'est notre travail, nous, Chambre d'agriculture, de trouver des solutions, mais dans des marchés qui sont pas faciles à mettre en place. Et puis, derrière la production, vous le savez mieux que moi, il y a aussi la transformation, il y a tout l'aspect aval, et ça se crée pas en un jour. Ça se crée pas en un jour, ça se travaille, ça se prépare. Et puis, n'oubliez pas qu'on est toujours en concurrence avec d'autres. Donc, c'est à nous, et moi, je trouve comme on travaille avec la région aujourd'hui, on peut avoir une vision au moins à moyen terme. Mais par contre, aller dire à un viticulteur, il faut que tu arraches toutes tes vignes, on essaye de leur le faire comprendre, on leur le dit. C'est pas tous qui veulent l'entendre non plus, parce que derrière, il y a une histoire, il y a des familles qui ont vécu, il y a tout ça. Mais on sait que l'agriculture d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Et comme vous l'avez dit, sur le changement climatique, c'est vrai qu'il y aura des productions nouvelles qui vont arriver dans le sud de ma région, parce que nous, on fait partie des régions où on le sent, on le prend en pleine face, ce changement climatique. Et à nous de trouver les solutions avec les agriculteurs, parce que si c'était que les chambres d'agriculture, ça serait et que les agriculteurs n'en veulent pas, ça servirait à rien. C'est tous ensemble, et même avec nos collectivités, parce que demain, moi, je pense que si on travaille pas tous ensemble sur tous les sujets, on sera tous perdants. Merci. Alors, monsieur le directeur général, monsieur le président régional, je vous remercie tous les trois pour les éclairages que vous nous avez apportés et pour les réponses que vous avez données aux questions qui ont été posées ce soir. Nous avons une seconde partie avec madame la ministre pour ce débat. Je vais suspendre 2 petites minutes le temps de l'accueillir. Si vous souhaitez rester évidemment dans les tribunes du public, vous le pouvez, bien entendu, et sinon, évidemment, nous aurons l'occasion de poursuivre des échanges peut-être plus tard. Merci beaucoup. Je suspends pour 2 minutes.
Alors, la séance est reprise. Et nous avons le plaisir d'accueillir Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, à qui je vais passer la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je remercie le groupe Lyotte pour la proposition de ce débat qui va me permettre d'exprimer les préoccupations et les objectifs du gouvernement en matière de simplification et d'adaptation de notre politique agricole aux réalités du terrain. C'est un tournant que nous allons engager dans l'action publique avec une ambition. D'une part, faciliter la vie de nos agriculteurs en simplifiant les procédures et les normes partout où elles peuvent l'être, de manière concrète et dans l'action au quotidien des agriculteurs. Et d'autre part, s'engager pleinement, territoire par territoire, dans la transition et l'adaptation de notre agriculture au changement climatique. Il y a près d'un mois, vous le savez, le Premier ministre, Gabriel Attal, a présenté un ensemble de 62 mesures pour soutenir nos agriculteurs et renforcer la souveraineté alimentaire de notre pays. Ce plan prévoit notamment un volet pour simplifier et faciliter la vie des agriculteurs face à un empilement de normes qui peuvent parfois leur faire perdre du temps, ça c'est certain, et perdre le sens de leur travail. 10 mesures de simplification immédiate, réglementaires et législatives ont été annoncées et sont déjà en train d'être déployées. Il s'agit notamment de la simplification des curages des cours d'eau agricoles, qui est un sujet que tous ceux qui ont connu en particulier les inondations dans le Pas-de-Calais trouvera d'actualité très immédiate. Le décret est publié. De réduction des délais de recours contre les projets hydrauliques et d'élevage. Le décret a été transmis au Conseil d'État le 13 février. C'est d'ailleurs des travaux qui s'inspirent de ceux qui ont été menés sur les énergies renouvelables. La réduction des délais de contentieux des projets relatifs à la gestion de l'eau par la suppression d'un niveau de juridiction. Là aussi, on retrouve une jurisprudence, ou plutôt une politique publique qui s'inspire de ce qui a été fait sur les énergies renouvelables. Le décret est transmis au Conseil d'État. Et par l'application de la présomption d'urgence, l'article est intégré au projet de loi d'orientation et d'avenir agricole qui a été transmis au Conseil d'État également. La simplification et l'unification du régime applicable aux haies. Vous savez qu'il y a 14 régimes applicables aux haies. Je crois que c'est un sujet qui a été largement débattu et pointé par différents parlementaires, donc je n'y reviens pas. L'article est intégré au projet de loi d'orientation. La révision des procédures de contrôle, une mission interinspection a été lancée cette semaine. Ce choc de simplification, nous le portons aussi au niveau européen. Nous avons saisi la Commission européenne et nous avons travaillé avec nos partenaires pour réduire la charge administrative qui pèse sur les agriculteurs. Nous avons déjà obtenu des victoires. Je pense notamment à celle portant sur la dérogation sur les jachères qui sont adaptées à la situation de cette année, ou encore sur la question de la rationalisation des contrôles applicables aux agriculteurs en facilitant notamment la mise en œuvre d'un droit à l'erreur. Le Premier ministre a également annoncé le 26 janvier le lancement d'un mois de la simplification avec une ambition. Là, il s'agissait de partir du terrain et du point de vue de l'agriculteur et de travailler au niveau de chaque département et avec les préfets pour remonter des propositions de simplification pouvant déboucher sur des modifications, notamment par arrêté préfectoral. Ce travail a été mené, elle a permis de remonter 2500 propositions, alors de nature très différente, qui sont actuellement examinées dans les départements et qui ont donné lieu à 63 modifications d'arrêtés préfectoraux. Certains n'appellent pas de modification d'arrêté, je le signale, mais ça permet d'avoir une véritable démarche qui part du terrain et qui, sur des cas très précis, très concrets, permettent de regarder quelles sont les natures des simplifications que nous pouvons mener. Notre approche a été de nous placer à la place des agriculteurs, c'est-à-dire de simplifier les démarches qu'ils doivent réaliser pour éviter les redondances, mieux appliquer le droit à l'erreur. Vous l'avez voté il y a plusieurs années, mais lorsqu'on le regarde de très près, il n'est pas tout à fait appliqué concrètement sur le terrain, et améliorer l'accompagnement des usagers sur les différents dispositifs.
Sur ce chantier de la simplification, les organisations syndicales, les organismes consulaires et mutualistes, les organismes d'expertise et les collectivités ont également apporté une contribution précieuse. La semaine dernière, le 21 février, le ministre Marc Fesneau a réuni le Conseil supérieur d'orientation agricole pour lancer très concrètement cet exercice. Et le CSO sera réuni tous les mois jusqu'à l'été pour partager l'état d'avancement des travaux. Donc vous le voyez, sur la question de la simplification, nous l'attaquons par tous les biais, en rentrant par les représentants des agriculteurs, en repartant du terrain, en allant en européen, en repartant des travaux que vous avez pu mener vous-même, parlementaires, pour pointer un certain nombre de difficultés. Si l'on parle d'agriculture, il faut aussi parler des différentes situations territoriales. Je pense par exemple à la vigne des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas l'endive du nord de la France, ni la Salaire du Massif central. Ces particularités, ce sont les acteurs locaux dans leur diversité qui les connaissent les mieux, et notamment les collectivités territoriales. Celles-ci doivent donc être davantage associées aux politiques publiques agricoles. C'est un enjeu pour l'efficacité de notre modèle agricole. Associer, c'est d'abord concerter ce que nous avons fait ces dernières années. J'en veux pour exemple le pacte d'orientation pour le renouvellement des générations en agriculture qui a été présenté par le ministre Marc Fesneau le 15 décembre dernier. Ce pacte, il a été construit sur la base d'une concertation de plusieurs mois, lancée au niveau national dans chacune de nos régions, y compris en Outre-mer. Il a permis de déboucher sur 35 mesures qui visent à réconcilier l'agriculture et la société et à faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs sur nos territoires. Vous savez que 200 000 d'entre eux sont susceptibles de partir à la retraite dans les années qui viennent. Et donc, ce défi du remplacement des générations est clé. C'est dans ce cadre que verra le jour France Service Agriculture. Je comprends que c'est un point qui a été évoqué dans vos discussions précédentes, pour accompagner les porteurs de projets agricoles au plus proche de leurs besoins. En ce qui concerne les aides de la PAC, le plan stratégique national qui a été finalisé en 2022 a également fait l'objet d'une large concertation sur près de 2 ans, notamment avec les conseils régionaux qui sont autorités de gestion en matière de gestion des aides dites non surfaciques, non corrélées aux surfaces agricoles, du deuxième pilier de la PAC relatif au développement agricole et rural. C'est notamment les aides à l'installation, les aides à l'investissement. Associer, c'est faire confiance et accompagner les initiatives qui émergent sur ces territoires. À ce titre, les projets alimentaires territoriaux, portés essentiellement par des collectivités, fédèrent les différents acteurs, dont les citoyens, autour de la question de l'alimentation. Ce dispositif, en place depuis 2014, accueillera, en plus des 438 recensés sur l'ensemble du territoire national, de nouveaux lauréats qui seront annoncés ce jeudi dans le cadre de l'appel à projet national. Cet outil fonctionne et tient compte des spécificités de nos régions, tout en impulsant une mobilisation collective. Associer, enfin, c'est également faire ensemble. On l'a vu, alors vous voyez, je balaye assez large pour voir quels sont tous les points d'accroche territoriales. Sur la restauration collective, la loi a fixé des objectifs ambitieux de montée en gamme à l'ensemble des acteurs publics. Vous les connaissez, 50% de produits durables ou de qualité, dont 20% de produits bio, 60% de produits durables et de qualité pour les viandes et poissons, avec un taux porté à 100% pour la restauration collective de l'État. Là encore, le travail que nous devons mener se fait à l'échelle de chaque collectivité, les communes pour le primaire, les départements pour les collèges, les lycées pour les cantines. Et nous avons mis en place un dispositif, un outil numérique, Ma Cantine, qui a vocation à suivre ces objectifs. Alors, il y en a que 5 000 qui ont renseigné les 10 objectifs, donc on peut penser qu'il y a du progrès à faire avec les collectivités locales, et pour partager les bonnes pratiques en matière de mise en œuvre de ces recommandations et de ces obligations d'approvisionner les cantines en circuit court, en produits de qualité et en produits bio. Je précise que sur ce sujet-là, nous allons d'abord écrire à toutes les collectivités locales, alors tous les présidents, tous les départements et les associations de communes, pour les inciter, leur demander, dans le cadre de la crise agricole, de s'inscrire sur macantine.gouv.fr de manière à ce qu'on puisse partager déjà le diagnostic. Et nous organiserons début avril une conférence des solutions pour partager les bonnes pratiques et aller un cran plus loin sur la manière dont on peut, à budget égal, puisque finalement la question peut venir, mais déjà comment on peut faire mieux sur la base des expériences des collectivités locales qui réussissent le mieux.
Voilà ce que je voulais partager, simplifier, adapter, co-construire. Ce sont les maîtres mots de l'action que nous voulons porter avec Marc Fesneau au plus près des territoires. Et donc, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Madame la Ministre. Et comme vous venez de l'indiquer, nous en venons maintenant aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions est de 2 minutes et celle des réponses aussi. Alors, le premier orateur est Monsieur David Topiac du groupe Lyot pour une question de 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, votre propos est très introductif, était très général, très descendant. Moi, je parle de décentralisation et de démarche ascendante. Écoutez le territoire pour construire nos politiques publiques. Je crois que nous en sommes très loin et j'appelle un sursaut sur ce point. Je fais malgré tout référence à certaines de vos annonces qui ont été faites dernièrement, notamment concernant la volonté de donner aux départements un rôle plus important en matière hydraulique, en leur donnant la possibilité de pouvoir participer au financement des dispositifs de sécurisation hydraulique, comme l'a indiqué donc le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Faire évoluer la gouvernance est effectivement une demande des collectivités, notamment des régions, qui souhaitent voir leur rôle renforcé dans les comités de bassin. Le problème est que ces annonces sont faites sans que l'on ait connaissance des moyens qui y sont associés. Décentraliser, c'est aussi transférer des moyens. Cette évolution doit s'accompagner d'une réelle réflexion sur la fiscalité de l'eau. Pour conforter les moyens d'action, pouvez-vous nous indiquer quels sont les arbitrages du gouvernement en la matière? Deuxième sujet, alors qu'elles ont insufflé un espoir de rééquilibrage du partage de la valeur, il est incompréhensible que les effets des lois Egalim 1 et 2 ne se fassent pas encore ressentir. Les régions souhaitent structurer et renforcer les circuits d'approvisionnement locaux et régionaux. Disposant de nombreux leviers de soutien aux filières, à la production agricole et production sous signe officiel de qualité, elles proposent de piloter des schémas d'approvisionnement agricole et alimentaire locaux. Nous rencontrons une problématique qui va nécessiter probablement, et c'est une demande récurrente, le transfert des gestionnaires de restauration des collèges et des lycées qui ont à leur main les budgets qui leur sont alloués par les départements et les régions. Et ces départements et régions qui allouent des budgets n'ont pas la main, elles, dessus pour concrétiser les politiques publiques qu'elles décident en termes alimentaires. Comment comptez-vous, envisagez-vous de transférer ces gestionnaires de restauration aux collectivités? Merci. La parole est à Madame la Ministre. Alors, peut-être je vais redire que mon propos, loin d'être descendant, pointait au contraire toutes les actions que nous avons menées en partant du terrain et en associant étroitement l'ensemble des collectivités locales. J'en redonne 3 rapidement. Le PSN, qui a été construit justement en associant toutes les régions dans le cadre de leurs compétences et précisément qui ont permis de décentraliser une partie de la PAC sur les aides non surfaciques. C'est également le cadre, c'est notamment également le cas de Pacte, par exemple, qui a été du pacte agricole, qui a été porté là encore en faisant une concertation longue, partant du terrain, partant des régions, y compris l'outre-mer, pour faire un certain nombre de propositions qui cristallisaient la vision qu'en avaient les collectivités locales. Et je pense qu'il est qu'on ne peut pas connaître plus ascendant comme approche et plus proche du terrain que de partir de la réalité des cours de ferme et des agriculteurs pour remonter 2500 propositions de simplification venant du terrain et pour les examiner ligne par ligne et une à une. Donc je me permets de répondre sur ce point parce que je ne voudrais pas que mon propos ait été incomplet sur ce point. S'agissant de la loi Egalim 2, puisqu'il me reste peu de temps, le transfert, premier point sur la loi Egalim 2, j'observe qu'on n'a que 5000 cantines qui aujourd'hui, contrairement à ce que demande la loi, communiquent et sont inscrits sur le site cantine.gouv.fr. Et ça, je pense que ça ne demande pas spécifiquement de moyens de la part des collectivités locales. Et je remarque que les 5000 qui sont aujourd'hui connectés publient une information qui est très utile et qui montre d'ailleurs une très grande diversité de pratiques et de performances et de réussite. Donc ça, c'est le premier point. Et manifestement, j'étais ce matin avec la restauration,
représentants de la restauration collective et notamment des associations des régions et des départements qui comportent 44 représentants de départements et de régions engagés dans Egalim 2, qui m'expliquaient avec des exemples très précis, je pense notamment à celui de l'Essonne, que au-delà du transfert des gestionnaires de restauration, qui est une demande qui est effectivement parfois relayée, ils avaient réussi à organiser pleinement la mise en œuvre de la loi Egalim, avec une augmentation de la part de produits bio et une augmentation du sourcing local au niveau des marchés publics, ce qui est quand même l'enjeu principal. Donc je pense que j'entends votre question, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache, je sais, cher député Oulac, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que il y a des collectivités locales qui manifestement, et je le dis très factuellement, atteignent ou se rapprochent de leur objectif. Et ce n'est pas la question des gestionnaires de restauration, même si vous avez raison de pointer ce point, c'est une question légitime, qui est le point bloquant. Donc je pense que nous avons d'abord tous à nous retrousser nos manches. L'État, parmi d'autres, toutes les cantines de l'État ne sont pas aujourd'hui aux objectifs d'Egalim, et de nous concentrer sur l'objectif qui est comment on monte des cahiers des charges, on forme des cuisiniers, on a des systèmes d'information qui permettent effectivement, on réduit le gaspillage, puisque c'est aussi un des objets, on travaille en régie ou en restauration déléguée pour permettre d'atteindre ces objectifs. Merci. Alors, je me permets juste de rappeler qu'on a 2 minutes de questions et 2 minutes de réponses, parce que c'est un peu comme si on était dans l'hémicycle. En fait, c'est une vraie séance, mais qui a un format un peu particulier, puisqu'avant, nous avons accueilli des invités extérieurs. Alors, la parole est à Monsieur Benoît Mournet pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Ministre. Vous savez que ce n'est pas tout à fait un hasard que la crise agricole que nous traversons soit partie du Sud-Ouest, parce que nous avons une agriculture plus familiale, plus paysanne, plus pauvre que d'autres régions, et que donc pour bien répondre, il faut effectivement s'adapter à la diversité de nos terroirs. Et moi, ma question ce soir va être simple, c'est est-ce qu'il y a une place encore pour une agriculture paysanne, une agriculture pastorale, qui n'a pas forcément besoin de transition écologique parce qu'elle la pratique déjà. Alors, si je vous conduis quelques instants dans les Hautes-Pyrénées, côté montagne, nous avons un modèle agropastoral avec des estives collectives. Et je le dis, il nous a fallu quand même plaider très fortement pour obtenir quelques règles de simplification sur les tirs de défense. Et ce modèle, il est soutenu par l'Europe, mais nous avons les prédations, et en particulier dans le sud-ouest, dans les Pyrénées, l'ours. Et donc je me dis qu'en ayant déjà une double prédation, peut-être qu'on pourrait être, du point de vue du loup, sur une zone difficilement protégeable. Côté des plaines et des coteaux, la pérennité de l'élevage est encore plus critique, parce que là, il s'agit de terres plutôt ingrates, difficilement accessibles, et pourtant ça a de la valeur que dans les coteaux de Galan ou dans le Val d'Adour, nous ayons de l'élevage à côté des cultures. Et nous sommes un peu dans l'incompréhension d'avoir constaté qu'il y a eu un zonage ICHN qui a sorti des communes des coteaux qui étaient précédemment. Et sans mésestimer le sujet de la structuration de la filière bovine qui est encore largement devant nous. Pour les céréales, les céréaliers, le sujet principal va être celui de l'eau. Je salue quand même toutes les mesures de simplification que vous avez citées. Et pour finir, sur la viticulture et sur le côté de coteau de Madiran, vous avez des agriculteurs qui font du labour au cheval encore et qui vendent des bouteilles à 10 € qui sont ancrées dans les grands restaurants à 8 ou 10 fois le prix. Et pourtant, j'ai en tête en particulier une exploitation qui n'a pas pu toucher encore 1 € sur le mildiou, sur sa recette 2023. Parce qu'il ne faut pas imaginer que tous les agriculteurs peuvent aller d'eux-mêmes dans tous les outils pour accéder aux informations. Donc j'appelle de mes voeux effectivement ce France Agricole. Merci, France Agriculture. Madame la Ministre. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député. Plusieurs questions, plein de questions dans votre question. Sur le sujet du loup, vous le savez, le gouvernement s'est engagé et notamment a fait évoluer un certain nombre de règles du jeu. Il y a d'abord un premier sujet qui est le statut du loup au regard du droit européen. C'est aujourd'hui une espèce strictement protégée qui suppose donc qu'il y ait une approche qui ne consiste qu'en des tirs de défense et pas une logique de gestion du nombre de représentants de l'espèce, ce qui serait le cas si ce n'était qu'une espèce protégée. Et la France a initié au niveau européen un travail pour
revoir ce statut dans la mesure où notre appréciation du nombre de représentants de l'espèce sur le territoire français nous semble étayer cette approche de reclassement du loup d'espèces strictement protégées à protéger. Ça, c'est un point important. Il se joue au niveau européen et nous agissons. Au niveau français, l'enjeu... Alors, peut-être pour aller plus loin, le changement de statut doit d'abord intervenir au niveau de la Convention de Berne, puis dans la directive Habitat, et les travaux sont faits pour essayer d'aboutir d'ici l'été. Le statut d'espèce strictement protégée nous place aujourd'hui donc dans une logique de tir de défense avec un plafond de destruction. Et sur ça, nous venons récemment avec la préfète Bussiot de publier un plan sur le sujet qui, je crois, répond beaucoup plus pleinement à vos attentes, c'est-à-dire des louvetiers, un équipement mis à disposition des tireurs et une plus grande simplicité pour organiser les tirs de défense. Sur le zonage ICHN, je veux juste dire que ce zonage répond à des critères qui ont été validés par le tribunal administratif et que ces critères apparaissent comme étant, objectifs. Et je comprends qu'il y ait une frustration pour les communes qui ont été sorties du zonage, mais c'est l'application des critères en question qui explique cela. Sur la viticulture, vous l'avez dit très rapidement, on a un enjeu de... Pardon. Compliqué, cette question. Non, mais c'est un format qui est un peu compliqué. Alors, la parole maintenant est à Madame Florence Goulet pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la création des grandes régions a entraîné un éloignement des services, un traitement trop long des dossiers, des échelons complexifiés, une organisation administrative régionale qui ne dispose pas forcément des compétences requises et qui, pour beaucoup d'acteurs, comme beaucoup d'acteurs le constatent, de plus en plus éloignée des réalités de terrain, contrairement à ce qu'on peut prétendre. Alors moi, j'aurais voulu vous dire aussi que cette régionalisation des politiques publiques agricoles, dont l'objectif affiché est de répondre aux spécificités des territoires, a en réalité renforcé la relation entre les régions et l'Union européenne, en quelque sorte effacé l'État. Alors n'est-ce pas un peu en contradiction avec une politique d'aménagement du territoire qu'on pourrait porter au niveau national pour renforcer et garantir cette égalité, cette équité au bénéfice de nos filières et également de la souveraineté alimentaire de notre pays? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Alors, je veux d'abord redire que une grande partie de la PAC est portée par l'État, et à ce titre qu'on a bien une égalité de toutes les exploitations par rapport à des dispositifs qui sont déployés par l'État et payés par l'ASP que vous auditionniez tout à l'heure. Donc de ce point de vue-là, c'est à l'État effectivement de tenir les délais de paiement, d'instruire dans les délais les dossiers et de simplifier l'accès à ces différents dispositifs. On sait qu'il y a des marges d'amélioration et nous sommes en train de les mettre en œuvre. S'agissant de ce qui a été délégué aux régions, je rappelle, et je l'ai dit à l'instant, c'est aussi le résultat d'un travail qui a été fait en concertation pour justement démêler ce qui nous paraissait avec les régions le plus proche de leurs compétences. Et donc, c'est une position assumée que d'avoir fait ces délégations. Alors, j'entends, et je l'entends sur le Salon international de l'agriculture, un certain nombre de jeunes exploitants qui sont en marge d'autres régions, parfois sur des territoires qui sont partagés entre deux régions, et qui se trouvent du côté de la frontière où les aides aux jeunes agriculteurs sont les moins importantes, et qui ont le sentiment d'être maltraités par rapport à ceux qui sont du côté de la frontière la plus importante. Je dirais que ça, c'est aussi le propre de la décentralisation et des collectivités locales, d'avoir des visions politiques pour un territoire, de les porter, de les déployer. Donc c'est là où on se trouve un peu à un point d'équilibre. Si on veut de la décentralisation avec un portage politique et une vision politique, il faut assumer qu'il y ait de la différenciation territoriale.
Sinon, effectivement, on peut porter des politiques en national avec le risque de standardiser ces politiques et effectivement d'avoir cette différenciation qui n'est pas faite. Donc là, je vous renvoie peut-être un peu de manière taquine la question. Il me semble qu'on a cherché à trouver un bon point d'équilibre et je pense qu'il faut faire vivre cette PAC avant que d'en tirer des conclusions trop hâtives. Merci. La parole est à Monsieur Julien Dive pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Très brièvement, vous avez rappelé dans votre propos liminaire qu'à l'horizon 10 ans, 200 000 exploitations seraient en passe d'être transmises, parce qu'on sait tous qu'il y a une part importante d'agriculteurs qui seront en âge d'être en retraite ou seront en retraite d'ici là. Dans ces 200 000, il y a ce que l'on appelle des exploitations intransmissibles. Intransmissibles parce qu'elles ont une valorisation capitalistique telle qu'elles ne permettent pas à un jeune agriculteur ou un jeune qui souhaiterait épouser cette profession de pouvoir investir parce qu'il n'est pas accompagné ou suivi par un organisme bancaire. J'aimerais donc savoir, dans le cadre de la future loi, et si vous ne pouvez pas y répondre, en tout cas je vous mets en alerte sur cette question-là, comment vous comptez répondre à cette problématique des exploitations intransmissibles? Merci, Madame la Ministre. Alors, monsieur le député, vous avez raison de souligner d'abord le défi que représente la transmission de 200 000 exploitations. Transmission qui ne pourra pas uniquement passer ou dont beaucoup d'acteurs pressentent que ça ne peut pas passer par une extension des exploitations existantes et qui, pour des raisons de valorisation du patrimoine, met les jeunes agriculteurs dans une situation où il faudrait qu'ils s'endettent à des niveaux très élevés, ce qui limite leur capacité d'endettement futur, ce qui au moment de la transition agroécologique est complexe, ce qui les limite aussi dans leur capacité d'investissement dans des équipements, par exemple, quand on connaît le prix d'un tracteur, et du coup vont limiter, voire freiner leur installation. Et effectivement, on entend des jeunes agriculteurs qui sont passionnés par leur métier, qui sont aujourd'hui dans des exploitations familiales ou salariées et qui hésitent à passer à l'acte parce que cette situation les rend, les freine dans la mise en œuvre. Ce que nous essayons de porter au travers du pacte, de la loi d'orientation agricole et d'un projet de loi de finances à venir, soit rectificatif, soit plein, puisque ce sont des mesures d'ordre fiscal, c'est d'alléger le poids de ces transmissions. Donc ce sont 2 milliards d'euros de prêts garantis par l'État pour accompagner l'installation des jeunes agriculteurs. C'est des structures de portage du foncier qui puissent permettre là aussi de porter ce coût et de permettre l'installation des jeunes agriculteurs. C'est l'accompagnement qui est fait au travers de France Services Agriculture pour faciliter ces montages et accompagner juridiquement et financièrement dans la construction du projet des jeunes agriculteurs et des mesures d'ordre fiscal, d'exonération sur lesquelles nous devons travailler, mais qui constituent aussi un paquet pour faciliter ces transmissions. Merci. La parole est à Monsieur Alain David pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. La question agricole occupe l'actualité depuis de longues semaines. Les agriculteurs veulent des réponses rapides et adaptées à leurs problèmes, certains à leur détresse. Il semblerait qu'ils s'impatientent. Parmi les nombreuses pistes pour améliorer la condition des agriculteurs, certaines relèvent de décisions nationales ou européennes et peuvent se révéler longues et complexes à mettre en œuvre. D'autres semblent plus concrètes et plus simples à déployer, notamment en décentralisant un certain nombre de compétences et de gestion des aides, des incitations ou des indemnisations. Je sais par exemple que la région Occitanie et sa présidente, Carole Delga, mais aussi d'autres régions, se sont portées volontaires pour expérimenter cette gestion décentralisée. Mais décentraliser ne constitue pas une fin en soi et ne servirait à rien s'il s'agit d'une simple délégation administrative. Cela pourrait certes réduire les délais, mais resterait insuffisant s'il restait impossible de peser les grandes orientations politiques. Ainsi, il faudrait que les régions autorisées à expérimenter le pilotage des aides, des incitations, des indemnisations puissent le faire en les ciblant.
Elle pourrait ainsi favoriser des structures vertueuses respectant des critères de durabilité, d'adaptation des cultures, de circuits courts, plutôt que la fuite en avant vers l'agrandissement, la mécanisation et l'industrialisation de l'agriculture. Aujourd'hui, Madame la Ministre, 80% des aides sont captées par 20% des agriculteurs à l'échelle européenne. Il est nécessaire d'inverser d'urgence la tendance et peut-être effectivement que la décentralisation est certainement un très bon outil. À ce propos, Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement sur cette demande d'expérimentation des régions? Merci, Madame la Ministre. Alors, je ne suis pas très sûre de comprendre si vous demandez une expérimentation de la décentralisation des aides de région dans le cadre de la PAC, où là, les aides sont effectivement assez strictement établies, ou si c'est les aides que nous mettons, nous, en place sur la base de budget, tel le plan viticulture ou le plan élevage, souveraineté sur l'élevage, où là, nous avons effectivement, ou le plan sur la MHE, où là, nous définissons un certain nombre de soutiens. Dans ce que vous me dites, d'abord, il me semble que les régions ont la capacité, sur leur propre budget, à établir des politiques. Certaines le font d'ailleurs tout à fait aujourd'hui, en allant plus loin que les dispositifs nationaux européens. C'est ce qu'on appelle avoir une politique de développement économique qui fait une large place ou une moins grande place à la partie agriculture. S'agissant des aides de type MHE, lorsque vous avez une épizootie qui impacte un troupeau, il me paraît assez légitime que ces aides soient les mêmes sur tout le territoire national. Vous faites face au même type d'impact, on a le même type de soutien. Lorsqu'on est sur des sujets comme la viticulture, là, je pense qu'il y a un travail à faire de concertation. Je pense notamment à ce qui peut se passer sur la situation de la viticulture en Pyrénées-Orientales. On sait que l'État a débloqué une enveloppe de 80 millions d'euros en aide d'intervention d'urgence, 150 millions d'euros pour des aides plus structurelles pouvant conduire à de l'arrachage définitif. On peut être dans ce type de situation où un travail fait avec les régions peut conduire, peut-être pas à déléguer les aides, mais à les distribuer ensemble. Je pense que le temps d'intervention des aides fait que si on doit, dans un processus, attendre la conclusion d'une convention région par région avant que d'intervenir et de libérer les crédits, je ne suis pas sûre que ce soit très opérationnel. Moi, je rappelle que territoire d'industrie dans un autre métier, je les avais déployés immédiatement selon un système où on n'avait pas du tout conclu de convention, mais on travaillait ensemble et chacun versait selon ses circuits et avec rapidité les aides. Ça nous a épargné 10 mois de discussion sur une convention, chose que j'avais vécue sur un autre dispositif quelques mois auparavant et qui m'avait amené à privilégier ce système. Merci. La parole est à Madame la Présidente Châtelain. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, alors on est sur un sujet assez spécifique qui est celui de la décentralisation, parce que les raisons pour lesquelles on a une mobilisation extrêmement forte aujourd'hui du monde agricole sont extrêmement diverses et les sujets de débat le seraient également. On a beaucoup parlé et c'est très logique, des compétences de nos collectivités et du développement, de la capacité excusez-moi, je ne trouve plus mon mot, d'expérimenter une territorialisation des aides. Moi, je voudrais plutôt revenir sur la capacité à accompagner les filières. Aujourd'hui, quand je rencontre un certain nombre d'agriculteurs, j'en parlais un peu plus tôt, dans les questions qu'ils me posent, on sent un souhait de pouvoir consommer de manière beaucoup plus locale et à la fois, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont notamment en échange, en discussion avec des acteurs de l'agroalimentaire qui, eux, sont extrêmement centralisés. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple concret, j'étais dans une ferme mercredi, on m'a dit, moi, je vends mon lait, il est allé à Gap, dire que même, et quand je devais vendre un bovin, il est tué en Bretagne.
À un moment, ça n'a pas de sens écologiquement, ça n'a pas de sens pour des agriculteurs qui sont en prise avec ces grosses entreprises qui fixent des prix extrêmement bas. Et donc moi, sur la question de la décentralisation sur ces filières-là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a finalement une volonté du gouvernement d'arriver à aller sur une organisation beaucoup plus territorialisée d'un modèle économique qui irait beaucoup plus vers des circuits plus courts, qui permettraient aux personnes de savoir finalement d'où viennent ce qu'elles consomment, mais donc c'est-à-dire non seulement de permettre aux agriculteurs d'avoir des acteurs économiques dans tout ce qui va être de la transformation qui sont dans des réseaux beaucoup plus régionalisés à minima, plutôt que d'être sur une organisation fortement centralisée, soit en France, voire même au niveau européen. Je ne sais pas si c'était très clair, mais... Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre. Alors, Madame la Présidente, dans ce que je comprends de votre question, il y a au fond comment organiser le système de l'amont à l'aval pour être au plus proche du terrain. Il y a une question que pose votre question, c'est que l'exploitant conclut le contrat dans un cadre privé, sous seing privé, avec son transformateur. Le choix d'appartenir à telle ou telle coopérative relève de son libre arbitre et vous mentionnez effectivement des coopératives qui ont une dimension nationale voire internationale et certaines sont des acteurs majeurs de la transformation au plan européen voire mondial, mais d'autres sont des acteurs qui sont de taille beaucoup plus modeste et ce sont aussi des choix, c'est-à-dire je ne sais pas jusqu'où l'État a vocation à organiser et à dire à tel transformateur à qui il doit vendre et pour quelles raisons. Je pense que là où vous avez raison, c'est qu'il y a une question de rapport de force. Et c'est pour ça que les lois Egalim successives, elles visent à rétablir le rapport de force. Mais vous avez des initiatives qui se sont construites, où vous avez des acteurs de la transformation qui sont, je pense, y compris dans la filière lait, parce que je pense que vous mentionniez la filière lait, je pense à Bell, je pense à qui est le patron, qui sont des modèles qui sont sur des logiques de relations plus équilibrées entre le producteur et le transformateur de plus long terme et qui intègrent la dimension environnementale et la dimension circuit court. Donc je vois pas l'espace de jeu d'une intervention dans la nature de ces contrats au-delà de cet rééquilibrage du rapport de force que nous essayons de faire sur Egalim. En revanche, stratégiquement, se poser la question de l'organisation des filières et considérer que cette organisation, elle doit se faire territoire par territoire, parce que la viticulture dans les Pyrénées-Orientales ne va pas se développer ou ne va pas avoir le même destin que la viticulture dans la Loire, pour des raisons de dérèglement climatique, pour des raisons de régime différencié d'eau. Enfin, et pour toutes ces raisons, me paraît tout à fait légitime. Et nous, ce que nous voulons porter, c'est des plans de souveraineté filière par filière territorialisés, qui derrière pourront probablement tirer ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire le rééquilibrage de ces contrats et des contrats qui sont organisés plus territorialement. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question. Non, mais comme ce débat est un peu baroque, enfin, je veux dire dans l'organisation, hein, pardon. Très, très rapide. Non, vous avez... Oui, mais je sais bien. Non, vous avez tout à fait répondu avec, et c'est très, très rapide peut-être, sur ce que vous évoquiez justement sur le déséquilibre, c'est qu'à la fois on est sur des contrats privés, comme vous le mentionnez, mais avec en tout cas une impression de la part d'un certain nombre d'agriculteurs, finalement, qu'ils n'ont pas le choix, avec des acteurs qui... semble s'être quand même globalement entendu et sur la répartition du territoire et sur les prix. Et c'est là où il y a pour moi un enjeu de la part de l'État quand on a des ententes plus ou moins tacites entre grands acteurs financiers. Donc là, comment on instaure un équilibre, un rapport de force équilibré et on lutte effectivement contre ce qui peut se poser problème aussi au niveau de la grande distribution. Quand vous avez 5 groupes qui sont en train de devenir 3,
ça se rapproche d'une forme, enfin en tout cas c'est une organisation oligopolistique d'un marché. Après on en tire les conclusions qu'on veut, mais quand on passe de 5 à 3, on réduit le nombre de groupes, c'est un constat. Merci. Alors la parole est maintenant au président Chassaigne. Merci Madame la Présidente. Je suis un peu désemparé parce que votre introduction préliminaire, à mon avis, ne correspondait pas tout à fait au thème qui était soumis à la discussion, puisqu'il s'agissait de la décentralisation des politiques agricoles, en lien notamment avec les régions, mais passons là-dessus. Par contre, vous avez déjà répondu à la question que je voulais poser, sur les distorsions d'installation, d'aide à l'installation d'une région à une autre. Donc je ne vais quand même pas revenir dessus, d'autant plus que j'avais évoqué cette question lors de la première heure. Donc je vais faire comme vous, je vais sortir du sujet un peu. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites suite à la colère des agriculteurs. On sait bien que ces annonces, en fait, elles risquent, allez, je vais utiliser l'expression, de faire mal au nez du gouvernement parce qu'il va se heurter sur une vitre. C'est celle de l'Union européenne. On a des plans stratégiques nationaux qui sont la déclinaison de la politique agricole commune. Ces plans stratégiques nationaux, ils rentrent dans des cadres très stricts de l'Union européenne. On peut les réviser, mais on y va légèrement d'une année sur l'autre si on voit qu'il y a une inadéquation entre ce que l'État a retenu et ce qu'il aurait pu faire pour répondre mieux aux attentes. On peut se planter, on peut rectifier. Mais de là à reprendre d'ailleurs une proposition de loi que j'ai déposée depuis 20 ans, 3 fois, qui a été 3 fois inscrite dans la niche parlementaire, où on m'a toujours dit « vous êtes un bolchevique, vous voulez une agriculture administrée, vous ne connaissez pas le droit de la concurrence ». On m'a toujours dit ça. Et puis j'écoute l'autre jour le président de la République qui parle des prix planchers. Alors j'ai regardé, je me suis pas vu dans c'était pas une clause miroir avec moi, absolument pas. Hein. Mais je me suis dit, mais comment il va faire? Moi, depuis 20 ans, on me dit que c'est impossible. Depuis 20 ans, on me dit que c'est bolchevique. Et le président de la République nous dit que c'est faisable. Comment ça pouvoir se faire dans le cadre de la libre concurrence pour ne pas fausser l'Union européenne? Merci. Madame la ministre. Merci beaucoup. Alors peut-être pour répondre à votre toute première question, c'est l'interprétation du terme du thème décentralisation de points simplifier, adapter et mieux associer les territoires. J'ai répondu effectivement à simplifier, adapter et mieux associer. J'aurais dû me focaliser sur décentraliser, mais vous voyez, c'est intéressant comme. Non, je ne sais pas si c'est l'IOT, c'est plutôt de voir par quel bout on prend les sujets, et donc on ne s'est pas focalisé sur le même aspect, mais c'est peut-être révélateur de quelque chose, j'en sais rien. Sur la question des prix planchers, je reviens à ce qu'on s'est dit sur Egalim. Au fond, c'est la prolongation d'Egalim. Aujourd'hui, dans Egalim 3, on a des index de référence par Interpro qui doivent servir, qui sont un des éléments pouvant servir à la construction des contrats, à la marche en avant et à la prise en compte du coût de la matière première agricole. Ce que l'on dit, c'est qu'on doit pouvoir aller plus loin dans la prise en compte de ces index de référence pour permettre effectivement une réalité de la prise en compte dans les contrats agricoles. On ne parle pas de prix qui seraient administrés et définis par l'État. L'index de référence, il continue à être défini par les interprofessions. Il continue à être défini sur la base des coûts de production, mais il continue à être défini aussi sur la base d'une discussion à l'intérieur de l'interprofession. Et il doit pousser l'interprofession à renforcer leur contractualisation. Si vous regardez le sujet du lait, 90% des volumes sont contractualisés. 70% des exploitations sont contractualisées. Donc il y a eu un travail quand même important qui a été fait. Alors on entend tous parler, et avec raison, de ce qui ne fonctionne pas, mais il y a aussi un certain nombre de volumes aujourd'hui qui sont contractualisés dans de bonnes conditions sur la base de l'index de référence. Ce que l'on dit, c'est qu'on veut aller plus loin sur ça, et c'est pour ça que nous pensons que ça reste compatible avec le droit européen, et c'est pour ça que ce n'est probablement pas la proposition que vous avez portée à plusieurs reprises. Merci. La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe LIOT. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je vais peut-être resserrer un petit peu sur la décentralisation.
Donc, je voulais vous attirer votre attention d'abord sur la question des politiques qui sont menées en région. Si vous prenez par exemple la politique des haies, ça fait une bonne vingtaine d'années que la région Bretagne a déjà une politique des haies. Donc, il ne faut pas que vos politiques arrivent, si vous voulez, comme un cheveu sur la soupe, sans avoir une concertation. C'est un peu ce que le reproche qu'on vous avait fait pour territoire d'industrie d'ailleurs. Alors, pour les haies, par exemple, c'est ça. Pour les installations, c'est pareil. Il faut faire le compte, c'est ce qu'a dit le président tout à l'heure. Si on va avoir une égalité, il faut faire le compte de toutes les aides qui sont données en plus par les régions. Et on verra que là, les choses sont peut-être beaucoup plus moyennes et équilibrées qu'on a pu le dire. Sur la loi Egalim, c'est très intéressant parce que ça rejoint l'idée des intendants. Parce qu'aujourd'hui, les lycées, en fait, les personnels sont des personnels régions et l'intendant reste un intendant personnel d'État. Or, en fait, qu'est-ce qu'ils me disent les intendants? Parce que moi, je suis au conseil d'administration de plusieurs lycées. Ils me disent, en fait, on a discuté avec la région sur ceci, sur cela. Par exemple, la tarification sociale de la cantine qui a été faite en région Bretagne. En fait, ils sont toujours en contact avec la région. Et si jamais ils ne sont pas régionalisés, en fait, ils le sont déjà de fait. Donc, leur statut, par là-dessus, il deviendrait régional. À mon avis, ce ne serait pas choquant du tout. Ce serait même beaucoup plus simple et plus clair. Sur la loi Egalim, la région Bretagne a mis en place, dans ses lycées, des indicateurs. Donc je peux vous dire aujourd'hui que sur les lycées de la région Bretagne, on est à 22% de bio et on doit être à 34% de signes de qualité. Donc on voit bien où il faut porter l'effort aujourd'hui. On doit être l'une des collectivités sans doute en avance, mais l'idée évidemment d'avoir des indicateurs, il faut passer par là. Et il faut passer par là. Et on a contractualisé, parce que la loi NOTRe est bien faite, nous avons cette compétence économique et donc nous avons la compétence quelque part alimentation avec nos lycées. Et donc on a contractualisé avec les départements qui le voulaient pour développer les circuits courts de façon à alimenter directement nos différents lycées. Donc ce sont des expériences qui sont déjà en cours, dont vous pouvez évidemment vous inspirer, mais bien les prendre en compte pour qu'on ne soit pas obligé de tout changer parce que ça vient d'en haut et que il faut faire parce que c'est comme ça. C'est dans ce sens-là que la décentralisation et les logiques ascendantes sont importantes. Merci, Madame la Ministre. Alors, sur le sujet de Egalim, je rejoins, puisque c'est la démarche qu'on souhaite mettre en œuvre. D'ailleurs, ce que vous mentionnez sur... D'abord, ce que vous mentionnez sur les gestionnaires montre qu'ils soient rattachés à la région ou pas rattachés à la région, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, vous allez dans mon sens. Donc, finalement, nous revenons à un sujet qui est plus administratif et que vous aurez l'occasion d'évoquer avec la ministre de l'Éducation nationale, le cas échéant. Sur la question elle-même des cantines, ce que vous mentionnez, c'est-à-dire les résultats de la pratique régionale de Bretagne, c'est très utile pour d'autres régions. C'est plutôt dans ce sens-là que moi je vois un bénéfice, c'est-à-dire que je risque, moi, au niveau de la cantine du MASA, par exemple, et de ses services déconcentrés, de ne pas pouvoir tirer beaucoup d'enseignements de ce que vous avez fait, parce que je ne suis pas confrontée aux mêmes clientèles, avec la même pratique de restaurant, etc. Par contre, qu'est-ce qui ressemble le plus à un lycée, si ce n'est à notre lycée? Éventuellement un collège. Et donc, c'est là où on veut aller rechercher des complémentarités qui sont basées sur des expérimentations qui ont fonctionné. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, de rentrer dans macantine.gouv.fr et d'animer ce réseau pour qu'il y ait un partage de bonnes pratiques, une émulation entre les différentes collectivités locales et que celles qui ont déjà mis en place un certain nombre d'outils, parfois ce sont des outils informatiques tout simplement, puissent être partagés. Pourquoi redévelopper un outil informatique qui marche à tel endroit et pas le passer à telle autre collectivité locale? Alors, il y a un petit peu de coût de développement, il y a ce genre de choses, mais on peut s'accorder pour se dire que ça aurait beaucoup de valeur pour les autres. Donc moi, je suis complètement dans cette logique-là sur l'approche des solutions. Et c'est de ne pas se dire qu'il n'y a qu'une seule façon qui fonctionne bien, une seule manière de faire. De ce que j'ai vu dans la réunion que j'ai montée avec... des responsables de la restauration collective, c'est que vous avez des modèles assez centralisés qui fonctionnent très bien et des modèles assez décentralisés qui fonctionnent tout aussi bien et probablement qui répondent à des logiques de territoire un peu différentes.
Sans surprise, les modèles décentralisés sont plutôt dans des habitats moins denses que les modèles assez centralisés qui sont plutôt dans des habitats urbains. J'enfonce une porte ouverte. Et c'est là où on peut aller en ayant 3-4 modèles assez établis qui sont en avant-garde, aider tout un collectif de collectivités locales à se positionner et à se dire je vais aller reprendre leur cahier des charges, je vais aller reprendre leur organisation, je vais éviter de réinventer la poudre. Il me restera probablement 10% d'adaptation, mais tout ça, ça sera déjà fait et ça sera gagnant pour moi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi d'aller dans des logiques où on va désiloter entre différents compartiments du jeu. Faire travailler le médico-social avec les cantines de lycées, de départements ou même de communes, c'est pas idiot. Il y en a qui y sont parvenus et franchement, ça apporte énormément de valeur, en particulier dans le monde médico-social, parce qu'on sait que on a un énorme bénéfice pour les enfants sur la qualité de la nourriture et souvent c'est quelque chose qui motive les équipes, mais on a un énorme bénéfice aussi dans les établissements médico-sociaux, dans la qualité de les prises en charge, dans le fait de ne pas avoir de dénutrition sur les personnes âgées. Moi, j'ai travaillé un certain temps dans ce milieu-là, donc j'ai des souvenirs assez précis des taux de dénutrition sur les personnes qui sont hospitalisées. Donc là, on a aussi un levier qui est gagnant, y compris pour les finances publiques et les finances de la sécurité sociale et pour le bien-être des personnes. Donc vous voyez, on a énormément de grains à moudre sur ce sujet-là. Et je pense qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter à des questions d'argent, il ne faut pas s'arrêter à des questions de statut, même si vous êtes légitime à me titiller sur le sujet. Merci Madame la Ministre. Le débat est clos. Et la prochaine séance se tiendra demain à 9 h avec les questions orales sans débat. La séance est levée.